Le deuxième panéliste, c'est Mamadou Gueye, que vous avez entendu au cours des différentes sessions de formation, qui est un régulier dans cette formation, qui est un expert qui est intervenu plusieurs fois dans nos formations, qui est donc spécialiste dans l'encadrement des petites et moyennes entreprises, des PME et des micro-entreprises. Il s'est présenté la semaine dernière d'ailleurs. Il est en train d'encadrer une centaine d'entreprises dans sa région. Tout à l'heure, on lui remettra la parole pour qu'il puisse se présenter. C'est lui qui va traiter l'étude de cas sur l'aviculture. Donc, le poulet de chair, l'élevage de poulet de chair et l'élevage d'œufs, notamment les pondeuses. Si on a le temps, on pourra traiter les deux cas. Sinon, le plus important, c'est de comprendre d'abord le premier cas qu'on va traiter, c'est le poulet de chair. Bon, Monsieur Gueye, vous pouvez prendre la parole. C'est bon, Gueye. je suis activé. Bonjour à tous. Bien, bonsoir. Je vais aller directement au cas pratique. Ici, il s'agit de l'élevage de poules de chair. On est en train de faire l'étude financière. Comme vous le savez, l'étude financière vient juste de matérialiser ce que vous avez fait dans l'étude technique et l'étude de marché. Donc, il vient juste compléter euh, l'étude financière, l'étude technique et l'étude de marché. Donc, tous les éléments qui y figurent doivent correspondre à ce que vous avez fait précédemment. Et c'est l'étude financière qui va vous montrer également la rentabilité du projet. Est-ce que vraiment vous devez vous décider à vous lancer dans votre activité? Oui ou non? C'est l'étude financière qui va vous le montrer, notamment avec les indicateurs qu'on va revoir tout à l'heure. Et comme M. Ndiaye l'a dit tantôt, donc ici il y a d'abord les immobilisations, c'est-à-dire il y a deux sortes d'immobilisation, incorporelle et corporelle. Quand on parle d'immobilisation incorporelle, c'est l'ensemble des investissements que vous faites et qui est durable. Donc tout ce qui dépasse une année dans l'entreprise, ce qui différencie un peu les charges et les immobilisations, en fait, c'est leur durée au niveau de l'entreprise, pour faire très simple. Donc, lorsque vous avez une immobilisation qui dure une année, donc lorsque vous avez un investissement qui dure une année ou plus, donc ça c'est que c'est une immobilisation. Par contre, si c'est périodique, chaque instant, ça revient, donc là, on va considérer ça comme une charge, pour faire très simple dans les explications. Dans notre cas ici, on n'a pas pris en considération les immobilisations incorporelles parce que là, vraiment, on voulait gagner du temps et puis montrer un peu ce que vous avez besoin. Néanmoins, M. Ndiaye l'a expliqué tantôt, par exemple, les frais d'établissement, vous venez de démarrer et que vous devez vous enregistrer au registre de commerce et au NINEA. Donc, les frais d'enregistrement au registre de commerce et au NINEA, donc on pourra les mettre ici au niveau des immobilisations incorporelles. Si vous devez louer un bâtiment et qu'on vous demande ici une caution, donc dans ce cas également, on va les mettre dans les immobilisations incorporelles. Mais dans notre cas, on ne l'a pas mis, juste à titre d'explication. Et il faudrait également éviter les dépenses superflues, surtout pour les petites entreprises. Ici, on a uniquement mis les immobilisations que vous avez besoin. Notamment ici, on a éleveuse radiant. Donc, je reviens ici, notre cas traite juste pour 1000 sujets, 1000 sujets de poulet de serre. Et pour les 1000 sujets poulet de serre, ici, on aurait besoin d'une éleveuse radiant. Donc, il y a une lampe limo-gaz qu'on aurait besoin. À défaut, par exemple, si l'électricité n'est pas suffisante et que vous avez vraiment besoin de température pour les poulets, donc la lampe limo-gaz pourrait également appuyer. Donc, abreuvoir 5 litres, donc on aurait besoin de 20 abreuvoirs en termes de quantité. Donc, abreuvoir 10 litres, on aurait besoin de 20. Le plateau de démarrage également, on aurait besoin de 20 plateaux de démarrage. Et mangeoire 10 kg, 18 kg, on aurait besoin de 20. Maintenant, si vraiment vous devez construire un bâtiment, donc le bâtiment agricole, on dit le bâtiment pour les poulets de chair. Donc, la norme, on dit que pour chaque bâtiment, pour 17 à 22 poulets,
Donc, il faudrait choisir le nombre de mètres carrés. Donc, ici, par exemple, pour les 1000, on aurait besoin de 59 mètres carrés. De 17 à 22, on aurait besoin juste d'un mètre carré pour les poulets, notamment pour le démarrage. Donc, ici, la construction du bâtiment doit répondre ici à un certain nombre. Donc, voilà ici, pour lister en gros quelques éléments que vous aurez besoin pour l'immobilisation incorporelle. Donc là, c'est uniquement les investissements qu'on va faire. Une fois qu'on aurait fait les investissements, ici, on considère que bon, vous venez de démarrer. On va construire le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est la somme que vous avez besoin jusqu'à ce que les recettes puissent couvrir réellement les charges. Au départ, vous n'avez pas de recettes, donc vous avez besoin et vous allez engager des charges. Et ces charges-là, il va falloir les couvrir. Raison pour laquelle on va faire des besoins en fonds de roulement. Donc ici, pour le démarrage, il n'y a pas d'actifs circulants, il n'y a pas de passifs circulants pour identifier un peu le besoin en fonds de roulement. Donc ici, comment on va faire pour déterminer ici le fonds de roulement? Quelles sont les dépenses que l'entreprise va supporter au départ? Donc, il y a également le personnel. Il y a le personnel. Ici, on a pris comme exemple un éleveur et un gardien. L'éleveur, 100 000 francs par mois. Le gardien également, 80 000 francs par mois. Donc, chaque mois, il doit dépenser 180 000 francs. Donc, les services extérieurs. Ici, ce sont des services que l'entreprise aurait besoin. Néanmoins, il va passer par une autre entreprise. On va payer l'eau par mois 10 000 francs. L'électricité, on va payer par exemple par mois 15 000 francs. Et le transport, le frais du transport par mois, c'est 30 000 francs. Donc là, on va scinder les dépenses en trois. Donc, il y a les services extérieurs, il y a également la rémunération du personnel, mais il y a également les achats qu'il faudrait faire, les approvisionnements. Donc ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les achats? Donc, il y a les poussins qu'il faudrait acheter, il y a également les aliments, mais également il y a les vaccins et ainsi de suite qu'il faudrait faire, les vaccins, les vitamines. Pour les 1000% ici, donc on aurait besoin de 1000 kilos d'aliments de démarrage, donc de 2000 kilos pour l'aliment de croissance et de 1000 kilos pour la finition. Donc ici, en général, c'est jusqu'à 4 semaines en fait. De 0 à 4 semaines. Non, tant pour moi ici, c'est oui, bon, jusqu'à 20 jours en tout cas pour, pour l'aliment de démarrage. Donc, c'est jusqu'à 20 jours. Maintenant, pour la croissance, c'est après 20 jours jusqu'à 35 jours. Maintenant, finition, c'est au-delà de 35 jours jusqu'à l'abattage. Donc, il faut vraiment connaître ici les normes pour au moins permettre avoir une bonne production, avoir une bonne quantité au niveau des poulets. Donc, l'aliment de démarrage, on aurait besoin pour les 1000 kilos. Pour la croissance également, on aurait besoin de 2000 kilos. Et la finition également, on aurait besoin de 1000 kilos. Après, il y aura également les vaccins. Donc, il y a HB1, Lasota, Imopest, Gumboro. Donc, ça, les vaccins, bon, c'est Sedima qui a proposé ça, qui a proposé cette norme-là pour au moins avoir une bonne production. Et on s'est basé sur l'étude de Sedima pour réaliser cette étude-là, cette étude financière. Bon, il y a pour Coliteravec qu'il faudrait également donc, utiliser, c'est 100 grammes. Il y a également les vitamines et antioxydants. Donc là, ça entre dans la production, vraiment. Quand on parle d'approvisionnement ici, ça va avoir un impact réel sur la production. Donc, du moment où il y a un élément qui manque ici, ça va affecter sur la production. Donc, il faut vraiment veiller à avoir l'essentiel et respecter un peu les normes si vous voulez vraiment avoir une bonne production. Et c'est valable également pour d'autres secteurs, hein, pour l'agriculture, pour ceux qui sont dans la transformation des produits céréaliers. Donc, il faudrait vraiment maîtriser un peu les normes pour avoir une bonne production. Maintenant, une fois réalisé ce qu'on a besoin en termes d'achat, d'approvisionnement, en termes de rémunération personnelle et en termes de services extérieurs, et dans ce cas-là, on pourra estimer
le besoin en fonds de roulement. Comment on va faire pour déterminer le besoin en fonds de roulement? Ici, on sait que pour les poulets de chair, au maximum, c'est 45 jours. Ça ne va pas dépasser 2 mois. Donc, c'est 45 jours pour pouvoir vendre et puis entamer également une autre activité. Et également pour les services extérieurs. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, pour les services, pour les salaires du personnel, on sait que c'est 45 jours. Donc durant 45 jours, il n'y aura pas de rentrée d'argent. Donc il est préférable de mettre au minimum 2 mois. Là, on sait qu'au-delà de 2 mois, il y aurait peut-être des rentrées d'argent. Donc l'entreprise, avec ou sans recette, serait en mesure de payer ses employés. Donc à partir du troisième mois, peut-être l'argent du salaire va dépendre des ventes. Mais il sait que à partir du premier mois et du deuxième mois, l'entreprise n'aura pas assez d'argent pour pouvoir payer l'ensemble des salaires. Donc, il est préférable sur le nombre de mois ici du besoin en fonds de roulement de mettre au minimum 2. On pourrait mettre 3 pour plus de prudence, mais c'est juste pour montrer ici un exemple. Idem pour les services extérieurs, avec ou sans production. Donc, on doit payer l'eau, on doit payer l'électricité, on doit payer ainsi de suite les frais de transport, etc. Il y a d'autres types de services extérieurs. Donc, ici, pour le nombre de mois, il est préférable de voir euh, le nombre de mois dans lesquels on pourra rester, même si sans activité, on sera en mesure au moins de payer ces services-là. Et là, au minimum, on a pris comme exemple sur 2 mois. Et l'approvisionnement, c'est les achats. Après chaque production, on pourra faire les achats. Donc ici, c'est par bande. Après la première bande, on pourrait mettre également une. Même ici, on pourrait mettre, pour plus de sécurité, on pourrait mettre deux bandes. On pourrait mettre deux bandes au lieu de mettre deux nombres sur le nombre de mois pour les services, pour l'approvisionnement. Ici, par exemple, on pourrait mettre deux. Mais à titre d'illustration, donc, on a mis juste un par bande pour les approvisionnements. Maintenant, une fois qu'on aura ça, on pourra calculer le montant qu'on aurait besoin au total pour réaliser le projet. Là, on va venir ici au niveau des investissements. Donc là, on sera en mesure de comprendre le coût du projet. Donc, il y a les immobilisations, mais il y a également les besoins en fonds de roulement. Donc, il y a également les besoins en fonds de roulement. Pour les immobilisations, on avait fait les calculs. Au total, c'est 1 44 882. Et pour les besoins en fonds de roulement, c'est 2 370 000. Donc, au total, on aura besoin de 3 414 882 pour réaliser le projet. Et là, une fois qu'on va connaître le coût du projet, maintenant, on va regarder comment on va financer le projet. Est-ce qu'on va financer le projet entièrement par nous-mêmes ou bien est-ce qu'on va apporter une partie du coût de projet? On va faire une contribution et l'autre partie, on va chercher un financement ailleurs. Ou bien est-ce qu'on va demander la famille, ainsi de suite. Donc, après, on va avoir vraiment le plan de financement. Et ici, on a montré, par exemple, on a pris un exemple. Si vous voulez demander un crédit, la plupart, on vous demande un apport au minimum personnel de 10%. C'est ce qu'on a fait ici. Maintenant, le reste est considéré comme emprunt. On va emprunter ça ailleurs. Donc, à un taux d'intérêt de 12%, la durée du prêt. Donc là, ici, il s'agit juste des négociations. Au départ, c'est à vous de faire, de négocier, de proposer dès le départ la date qui vous arrangerait pour pouvoir faire le paiement, pour pouvoir effectuer le paiement du prêt. Soit vous pouvez mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Là, ça dépend de vous, de votre capacité. Maintenant, quand je parle de vous, de votre capacité, je ne fais pas allusion à vous en tant que personne. Hein. Bon, je fais allusion ici à votre activité. Parce que l'argent également doit être payé par l'activité et non par le promoteur. C'est l'activité qui doit en réalité payer l'argent de votre emprunt. Donc ici, vous devez voir en quelque sorte l'activité. Donc la durée au moins ce qui vous permettrait de pouvoir payer payer En plus, je pense que la semaine passée,
si je me rappelle très bien, on vous l'avait recommandé. Lorsque vous allez emprunter bon, ou bien auprès de vos fournisseurs pour vraiment négocier des dates très longues auprès de vos fournisseurs. Maintenant, pour des clients également, lorsque vous avez des créances, maintenant, il faut négocier des dates très courtes. Là, ça va permettre non seulement de pouvoir avoir de l'argent et de pouvoir payer facilement vos fournisseurs. Et également, c'est pareil euh, pour la banque. Donc, négocier des dates assez longues qui va permettre de pouvoir amortir facilement les prêts. Donc, ici, pour notre activité, nous avons proposé un différé de 3 mois pour commencer à effectuer le paiement. Et après, on a le tableau d'amortissement. Donc, ici, on pouvait le faire mensuel. On l'a mis annuel. Donc, ici, on a juste pris comme l'amortissement, le remboursement qui est constant. Et au total, à la fin des 5 années, on va payer 4 218 638. Donc, ici, on a ajouté non seulement le montant du prêt initial, mais il y a également les intérêts. Donc, on n'a pas pris en considération, bon, il y a certains qui vont vous demander de vous souscrire à une police d'assurance. Et là, peut-être, là, ce sera considéré dedans. Il y a certaines banques qui vont vous les proposer. Il y a également les taxes sur les opérations bancaires. Mais tout ça, on l'a pas mis ici. Donc, c'est juste une étude très simplifiée. Il y a, donc, il y a également l'amortissement des immobilisations. Donc, il faudrait prévoir l'amortissement des immobilisations. Pourquoi il est important de prévoir? Parce que la plupart des entrepreneurs ne prennent pas en considération ça, notamment dans les prix, dans la proportion des prix. Les immobilisations font partie en fait des coûts que l'entreprise supporte. Et ces coûts-là, tous les coûts que vous supportez, ne doit pas, donc, cet argent-là, les coûts-là, doit figurer dans le prix que vous allez proposer, doit figurer dans le coût de production unitaire. Et lorsque vous connaissez vos coûts de production unitaire, vous serez facilement en mesure de proposer votre prix. Par contre, si vous ne mettez pas les amortissements, lorsqu'il y a une machine qui tombe à panne ou bien lorsqu'il y a des problèmes au niveau des investissements, souvent l'activité est à l'arrêt. La plupart des entrepreneurs, en fait, ne considèrent pas ces amortissements. C'est ce qui fait que souvent, si j'utilise une machine pour faire une activité, lorsque la machine tombe en panne, je n'ai plus de ressources nécessaires pour non seulement réparer la machine ou bien acheter une nouvelle machine. Pourquoi? Parce que je n'avais pas l'habitude, lorsque je proposais des prix, de ne pas inclure le coût des amortissements. D'où l'importance vraiment de calculer les amortissements. Maintenant, cet amortissement-là, donc ici, pour chaque mois, il faudrait calculer la durée d'utilisation prévue. Comment on va calculer? Donc, pour les machines, par exemple, éleveurs raisins ici, on a pris 5 ans. L'ample Limogaï, bon, abreuvoir, ça peut aller jusqu'à 5 ans. En général, pour les bâtiments, tous les amortissements, c'est sur 20 ans maximum. Donc, ici, on va prendre la valeur de l'achat. La valeur de l'achat, le montant total qu'on a acheté le produit, qu'on va diviser sur la durée de vie pour avoir l'amortissement annuel. Donc, si vous voulez avoir l'amortissement mensuel également, vous pouvez mettre ça, l'amortissement mensuel, pour pouvoir identifier le coût. Je pense que peut-être M. Ndiaye pourrait y revenir lorsqu'on aura plus de temps pour montrer comment on va déterminer le calcul du coût unitaire et comment proposer les prix. Absolument, on pourra le faire, oui. Et là, une fois que c'est fait, maintenant, le reste, on va calculer les charges d'exploitation. Donc, vous savez que ici, bon, pour les salaires personnels, pour le salaire du personnel, donc c'est sur 12 mois. Chaque mois, on va travailler. Donc là, on va payer les salaires pendant une année et les services extérieurs. Par contre, ici, pour les approvisionnements, pourquoi on a mis 6? Donc, on sait que l'activité dure 45 jours en général. Après 45 jours, il y a le temps de nettoyage, et ainsi de suite. Disons que c'est 2 mois. Et si on fait une activité annuelle, donc on aura 6 bandes. Donc, raison pour laquelle, pour les poulets de chair ici, il y a une différence pour les approvisionnements. Ces achats-là, ce sont des charges, mais on va les considérer chaque 2 mois. Donc, c'est chaque
campagne vers chaque bande. Donc, raison pour laquelle ici, le nombre de mois, c'est 6 mois au lieu de 12, comme les salaires, comme les services extérieurs. Et au total, pendant l'année, pour les 1000 poulets, on va dépenser au total 14 millions 220 000. Donc, ici, si vous avez regardé, au départ, le nombre de sujets était de 1000. Pourquoi on s'est retrouvé avec 100? Parce qu'il faudrait faire des prévisions un peu réalistes, prévoir un peu les taux de mortalité pour ne pas être très surpris. Donc ici, nous avons prévu un taux de mortalité de 10%, c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec 900 poulets à la fin. Donc 900 poulets, actuellement le prix c'est de 3500 et ainsi de suite ici à 110. Maintenant, je ne connais pas les autres régions. À peu près, j'ai fait un prix moyen. Il y a certains qui continuent toujours à vendre 3000. Donc, on a choisi le prix moyen, c'est 3000. Donc, là, les recettes par bande sera égale à 2 millions, 2 millions 700. Donc, si on multiplie par 6 ici, parce que pour les recettes, c'est par 6, comme les approvisionnements. Donc, on aura 6 bandes dans l'année. Donc, 6 bandes dans l'année, ça fera 2 millions 700. Si on continue sur les 1000, on va se retrouver avec 16 millions 200 000. Donc, on peut également prévoir une hausse des recettes et une hausse des charges, par exemple pour l'année 2, pour l'année 3, l'année 4, ainsi de suite. Par exemple, pour les services extérieurs, au lieu de faire 1000 poulets, on va augmenter, par exemple, on va faire 1200. Ces 1200 poulets-là vont faire que cette année-ci, les charges vont augmenter. Et lorsque les charges augmentent et que vous avez augmenté 1200 poulets, également les recettes vont augmenter. C'est ce qu'on a fait ici dans l'année 2, l'année 3, l'année 4. On a prévu une augmentation des recettes de 3%. Et ici, on a prévu une augmentation des charges de 2%. Et également, pour les prévisions, pourquoi il est préférable de faire ça? Par exemple, actuellement, vous savez que le prix des entrants, par exemple, pour les desserts, les aliments, leurs prix ont augmenté. Et lorsque les prix vont augmenter, ça va jouer également sur le coût de production. Le coût de production également va augmenter. Est-ce qu'on va vendre le même prix? Non. Si on va vendre le même prix, peut-être là, on risque de ne pas s'en sortir. Donc, il va également jouer un peu sur les prix. D'où la raison pour laquelle lorsqu'il y a hausse des coûts lorsqu'il y a hausse d'un des éléments qui entre sur les coûts de production, également, cela va affecter le prix que vous allez proposer. C'est ce qui fait que cette augmentation des charges-là va également avec l'accroissement ou bien l'augmentation des recettes prévisionnelles. Et là, on aura le tableau d'exploitation prévisionnelle. Donc, les recettes prévisionnelles, là, ça va montrer le résultat que vous pouvez réaliser dans votre activité. Par exemple, à la première année, on sait qu'on va avoir comme recette 16 200 000, mais nous allons dépenser 14 220 000. Donc, le résultat brut de l'exploitation, sans les intérêts à la banque, sans les amortissements des équipements, sans rien du tout, on sait que uniquement avec l'exploitation, nous allons réaliser un bénéfice de 1 900 000. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y a d'autres charges que nous supportons. Lesquelles? Donc, il y a les charges qui sont liées aux amortissements des immobilisations. Donc là également, il faudrait les mettre. Mais il y a également l'intérêt que nous payons à la banque. Donc, tout ça, il va également... Et là, ça va donner le résultat avant les impôts. Maintenant, il faudrait également prévoir les impôts, ce qui va donner le résultat net. Donc, je pouvais ajouter ici dans le compte d'exploitation ce que M. Le avait dit l'autre jour, par exemple, de faire les comptes d'exploitation prévisionnelle. On va prendre ici les résultats qu'on va ajouter plus les amortissements. Ça va donner la capacité d'autofinancement de l'entreprise. C'est l'argent, en fait, qui est disponible, la différence entre les décaissements. Bon, ce qui différencie entre le tableau d'exploitation et l'échéancier des flux financiers, par exemple, les cash flows considèrent tous les éléments, lorsqu'on a des créances et lorsqu'on a des dettes. Ici, c'est uniquement l'argent qui est effectif dans les comptes d'exploitation. C'est l'argent qui est effectif, qui est déjà disponible, uniquement qu'on enregistre. Alors, pour les comptes d'exploitation, ici, on prend en considération les dettes et on prend en considération, quand je parle des dettes, donc ici, vous avez vu l'ensemble des fonds propres, il y a l'ensemble des recettes, il y a l'argent qu'on a emprunté, mais également il y a
il y a les dettes que nous devons payer. Ça peut être également les dettes aux fournisseurs, ainsi de suite. Si nous devons à nos fournisseurs de l'argent, donc on le prend en considération dans les échéanciers des flux financiers. Et sinon, si on a également des clients, c'est-à-dire des clients qui nous doivent de l'argent, également, on le prend en considération ici dans l'échéancier des flux financiers. C'est ce qui différencie un peu le tableau d'exploitation prévisionnelle et l'échéancier des flux financiers. Le tableau des flux financiers, c'est uniquement l'argent qui est déjà disponible, alors que là-bas, c'est l'argent qui est effectif, le tableau d'exploitation prévisionnelle, alors que l'échéancier des flux financiers, ici, c'est l'ensemble des avoirs de l'entreprise. Tout ce qui est encaissement et tout ce qui est décaissement. Et dans les encaissements également, il y a les dettes qu'on va prendre en considération. Dans les décaissements, il y a les dettes qu'on doit payer aux fournisseurs. Dans les encaissements, il y a également l'argent que les clients nous doivent, les créances. Donc, c'est le tableau-là qui va permettre de calculer le cash flow. Donc, on vous avait dit également, on pourrait faire des prévisions, voir un peu la sensibilité du projet. Par exemple, on va voir quel est l'effet d'une augmentation des charges sur le projet. Sans modifier le prix, on va regarder si les charges augmentent et que le prix reste intact, est-ce qu'il y aura réellement une amélioration ou bien une détérioration de notre activité. Donc, d'où l'importance de faire les tests de sensibilité. Il y a certains qu'il ne faut pas, mais il est préférable de les faire. Et je pense que la fois passée également, M. l'avait dit ça. Donc, ici, nous avons considéré une augmentation des charges. Lorsque les charges augmentent. C'était pas M. Lo qui était intervenu la semaine passée, c'était M. Tchoub, Mohamed Tchoub. M. Tchoub, Voilà, excusez-moi. voilà. C'était M. Tchoub, excusez-moi. Donc, M. Tchoub, je pense qu'il en avait parlé. Hein. Il avait parlé un peu des tests de sensibilité. Donc, ici, on a prévu une augmentation des charges. Et pour l'autre également, donc, lorsqu'on ici prévoit une augmentation des charges, on sait qu'à la première année et à la deuxième année, le cash flow est négatif. Bon, ce sera à partir de la troisième année, quatrième année, cinquième année que le cash flow sera vraiment important. Donc, au début, cela va affecter notre activité, mais à la fin, peut-être au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'activité sera en mesure de prospérer. Donc, ici, ça va vous permettre vous-même de pouvoir voir comment effectuer d'avoir vraiment un plan de trésorerie efficace. Idem également pour les tests de sensibilité ici. Lorsqu'on prévoit ici une baisse des recettes de 10%, lorsque les recettes diminuent de 10%, cela va affecter négativement le cash flow, l'activité. Donc ici, ça va vous permettre vous-même de comprendre dès le départ, lorsqu'il y a une modification, par exemple, des charges, de ne vraiment pas modifier, par exemple, le choix des prix, parce que cela peut affecter négativement votre activité. Et à la fin, nous allons avoir ici les indicateurs de rentabilité. Les indicateurs vont montrer ici, est-ce que le projet est rentable, quelle est la durée de récupération du capital. Donc, tout ça, c'est ici. Donc, le taux de rendement interne, ici, qu'on compare d'habitude au taux d'intérêt. Il y a d'autres qui vont comparer ça au taux d'actualisation. Je ne veux pas entrer peut-être dans les détails. Maintenant, ici, on a 17% pour le taux de rendement interne. La valeur actuelle nette. Donc, lorsqu'on va actualiser la valeur actuelle nette, lorsqu'on actualise, c'est-à-dire ici, je pense que M. Tchoub également l'avait expliqué, la différence entre actualisation et capitalisation. Lorsqu'on capitalise, ça signifie quoi? On va projeter l'argent d'aujourd'hui, par exemple, quelle est sa valeur dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, on va capitaliser ça, sa valeur. Maintenant, ici, pour actualiser, ça signifie que la valeur de 5 ans-là, on va ramener ça à aujourd'hui. On va voir quelle est la valeur de ces 5 ans-là à aujourd'hui pour actualiser. Donc, ici, l'argent qu'on doit avoir, par exemple, la valeur que coûte d'une marchandise dans 5 ans, qu'on va essayer d'actualiser, on va essayer de ramener ça à aujourd'hui. Quelle est sa valeur réelle aujourd'hui? C'est ça un peu l'actualisation. Et ici, la durée de récupération du capital investi. Donc, au bout de 2 ans, 4 mois, on sera en mesure de récupérer tout l'investissement qu'on a eu à faire. Les 3 millions qu'on avait au total, là, le coût du projet. Donc, les 3 millions là, au bout de 2 ans, 4 mois,
on sera en mesure de récupérer l'argent investi. Maintenant, il y a l'étude économique. On va essayer de voir l'impact du projet sur le plan économique. Donc, il y a également au niveau du personnel, par exemple, les salaires. Donc, il y a le personnel. Donc, au niveau de la population, ça va avoir des effets sur la population. Maintenant, vous devez contribuer, payer à l'État, donc des taxes, impôts et taxes. Donc, vous allez contribuer à l'économie du pays. Donc, il va falloir valoriser ça. Vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous, ce que vous attendez, c'est des dividendes. Donc, une partie du bénéfice qui est répartie. Donc, et il y a une autre partie qui va revenir au niveau du projet. Et il y a également des fournisseurs. Il y a vos partenaires financiers, il y a d'autres entreprises avec lesquelles vous devez travailler également. Vous allez avoir ici un impact. Et là, on a valorisé tout ce que vous devez dépenser, par exemple, sur 3 ans. Et là, sur 3 ans, vous allez contribuer dans l'économie, par exemple, au total, à hauteur de 83 739 545. Voilà un peu, voilà juste un exemple sur les poulets de chair. Je voulais Oui, juste, avant de connaître sur les pondeuses, peut-être on va lancer un peu les discussions, voir s'il y a des questions et ainsi de suite. alors, oui, c'est ça. En fait, je suis en train de dire, c'est parce que si on lance, actuellement il est 16 heures, si on lance les discussions maintenant, on ne pourra pas faire les pondeuses aujourd'hui. Alors que ce sont les mêmes tableaux que tu vas présenter, mais dans une logique différente. C'est-à-dire qu'au niveau des poulets de chair, ce qu'il faut retenir concrètement, c'est que la durée, généralement, c'est 45 jours, mais au-delà de 45 jours, évidemment, avant 45 jours, en fonction de la performance du poulailler, vous pouvez déjà commencer à vendre. Mais normalement, c'est 45 jours. Mais au-delà de 45 jours, si vous n'abattez pas vos poulets, vous allez perdre de l'argent. Parce que c'est l'âge où les poulets bouffent énormément. Chaque journée supplémentaire, c'est beaucoup d'argent qu'il faut consommer au niveau des aliments de finition. Et ça coûte cher. Donc ça, c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit quand vous faites des poulets de chair. Donc, il faut penser à la distribution pour quand ça arrive à maturité, vous puissiez vous débarrasser de ces poulets de chair. Deuxièmement, il y a un vide sanitaire de 15 jours. C'est pourquoi il a parlé de 2 mois. C'est-à-dire qu'après la première bande de 45 jours, il faut maintenant tout nettoyer, tout désinfecter. Et pour que les bactéries et toutes les sources de maladies puissent disparaître, il faut laisser reposer le bâtiment pendant 15 jours. Ne vous précipitez pas. Donc, ça fera 60 jours. Et là, vous allez lancer la deuxième bande. C'est pourquoi chaque bande, à peu près, il faut donc 2 mois. C'est ça qui fait qu'on lance 6 bandes. Mais les pondeuses, ce qu'il faut noter, c'est que ce sont des poules spéciales qu'il faut acheter. Donc, vous avez les poussins, vous pouvez les prendre, les élever jusqu'à l'âge de maturité où les poules vont commencer à pondre. Ça, c'est une option. L'autre option, c'est d'acheter sur le marché. Sedima le fait, d'autres le font. Dans votre pays, il y a d'autres aussi qui peuvent vous vendre des poulettes qui ont donc 4 à 6 mois, qui commencent déjà à pondre. C'est-à-dire que vous les achetez, vous les mettez dans le poulailler et le premier jour déjà, vous allez commencer par avoir vos œufs. Pas un rythme de croisière, mais au moins, mais c'est un investissement qu'il faut faire. Et je pense que M. Dieu, vous pourrez peut-être me confirmer, là, c'est la deuxième option que vous avez choisie dans le business plan, n'est-ce pas? Non, pour les pondeuses, j'ai pris l'option des 6 mois, par exemple, acheter des poussins pour au début. Mais comme vous l'avez dit, il y a l'autre option qui nécessite des investissements beaucoup plus coûteux, acheter des poulettes prêtes à pondre. Là, si vous achetez, automatiquement, vous allez commencer à produire. Oui, c'est ça, d'accord. Donc, l'essentiel, c'est de clarifier par rapport à votre business plan, quelle est l'option qu'on a choisie. Alors, je regarde ici, presque à l'unanimité, dans les discussions, tout le monde dit on continue, on continue. Donc, vraiment, M. Dieu, si vous êtes prêts, vous arrêtez ce partage, vous lancez donc l'Excel sur les tableaux sur les poules pondeuses, ensuite on continue. Bon, je tiens également à préciser une chose. Par exemple, on a fait une simulation pour 1000. En général, pour ceux qui veulent construire des bâtiments, ainsi de suite, je pense qu'il faudrait commencer avec cette option-là. Maintenant, si vous voulez démarrer avec moins que ça, je pense que l'option de la location, au lieu de construire des bâtiments, l'option de la location serait mieux. Voilà, je voudrais aussi dire qu'à la fin,
On peut reprendre aussi bien pour les chair que pour le pondeuse. Vous allez nous dire les dimensions que vous voulez. On pourra aller dans la simulation et rentrer les chiffres ici. Comme vous voyez ici, si j'ai 1000, on peut mettre 2000, on peut mettre 5000, on peut mettre 10 000. Et on verra donc maintenant en matière de rentabilité, en matière de charge. Ça, c'est une simulation qu'on peut faire à la fin quand on ouvrira les discussions. Continue, Jay. D'accord, merci. Donc ici, pratiquement les investissements, c'est pareil, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc on a mis uniquement tout ce qu'on aura besoin comme investissement. Au total, on se retrouve avec 3 321 905. Maintenant, ici, ce qui différencie un peu les poulets de chair aux pondeuses, au lieu d'avoir 3 aliments, ici, on aura 4 aliments. Donc, aliments de démarrage, donc poulet de premier âge, poulet de deuxième âge et pondeuse cinquième âge. Donc, ici, pour les poulets démarrage, c'est 4 semaines. Donc, c'est 4 semaines ici pour le démarrage. Donc, deuxième, à partir du 5e mois jusqu'à, on commence à pondre. Donc, c'est ce qui fait un peu de différence ici au niveau de la consommation des aliments. Donc, premier âge, c'est juste 1 mois. Donc, pour l'aliment de démarrage. Aliment pour le premier âge, donc c'est 2 mois qu'on va utiliser ça. À partir du 2e mois jusqu'au 3e mois, on va utiliser également l'aliment pour le premier âge. À partir du 5e mois, on va utiliser pour le premier âge. Maintenant, au-delà du 5e mois, on va utiliser les aliments pondeuses. Donc, jusqu'à avoir les premières pontes. Si vous regardez la première année, si vous regardez en haut ici, j'ai mis montant annuel A1. J'ai également tenu à différencier ici le montant annuel A2. Pourquoi? Par exemple, pour la première année, lorsque vous achetez les poussins pontes, donc ça peut aller plus d'une année. Donc, vous n'avez pas besoin d'encore pour l'année 2 d'engager ces dépenses-là, raison pour laquelle il n'y aura pas de dépenses. Il n'y aura pas également de dépenses pour l'aliment de démarrage, il n'y aura pas de dépenses pour l'aliment pour le premier âge, il n'y aura pas également de dépenses pour les poulets de deuxième âge. Par contre, on aurait besoin des pondeuses. Chaque mois, on va acheter ça. C'est ce qui fait que cette année-ci, à partir de la deuxième année, donc ici, les charges au niveau de l'achat d'aliments pondeuses est largement supérieur. Maintenant, on va faire les vaccinations et débécage seulement. Maintenant, à partir de la deuxième année. Donc, anti-stress, anti-coccidien, donc tout ce qui est vaccination, débécage, donc c'est des services qu'on peut faire, qu'on peut appeler aux vétérinaires qui vont faire ça pour nous. Donc, et après, une fois qu'on aurait déterminé l'approvisionnement, et comme on l'avait fait la fois passée, l'approvisionnement, les services extérieurs et la rémunération du personnel, on peut calculer ici les besoins en fonds de roulement. Une fois qu'on aura calculé les besoins en fonds de roulement, également, on sera en mesure de déterminer ici le coût du projet. Le coût ici, dans notre exemple, le coût du projet est à 7 744 405. Et une fois qu'on aura le coût du projet, on va voir notre plan de financement. Comment on va financer notre projet. Et ici, après l'apport personnel, ça peut toujours varier. Hein. Moi, j'ai juste pris en considération un exemple de 10% minimum qui est requis. Et ici également, il faudrait négocier un différé de 6 mois minimum. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez une activité et que vous commencez avec des poussins, là, il vous faut au moins, pour commencer à payer, il faudrait au moins commencer à payer dans les 7e mois, et ainsi de suite. Pour négocier un délai qui est assez long pour pouvoir avoir des ressources nécessaires et commencer à payer. Donc, minimum, demander un différé de 6 mois. Si également vous pouvez demander un délai supérieur, également, ce serait meilleur. Donc, entamer un peu les négociations avec l'institution financière, mais avec votre partenaire financier sur un délai supérieur ou égal à 6 mois pour éviter d'avoir un peu de la pression, d'avoir du stress concernant le remboursement, et ainsi de suite. Donc, une fois qu'on aura notre plan de financement, on peut avoir le tableau de remboursement, comme on avait fait la fois passée. Donc, après, il y a le tableau des amortissements. Ici, on va calculer également le montant des charges d'exploitation, ce qui différencie. Donc, pour les approvisionnements, ici, le montant annuel à l'année 1, ici, donc les charges personnelles, donc ce sont des charges fixes, ça ne bouge pas avec ou sans production. Donc, on va les payer.
donc que ce soit les salaires du personnel, tout ce qui est service extérieur, avec ou sans activité, on va payer. Maintenant, ici, l'approvisionnement, ça va changer. Pourquoi ça va changer? Donc, ici, il y avait les vaccins. Par exemple, la première année, il y avait des vaccins, il y avait l'achat des poussins, il y a l'achat d'aliments premier âge, ainsi de suite. Alors qu'ici, il n'y a pas d'achat de poussins, mais on va uniquement considérer que les frais liés aux vaccinations, dépécage, ainsi de suite. Et également l'achat d'aliments de pondeuses. C'est ce qui fait qu'il y a une différence entre les deux, le montant annuel A1 et le montant annuel A2. Idem également pour les recettes. Par exemple, pour les recettes, à la première année, donc on va vendre uniquement sur une période de 6 mois. Mais à partir de la deuxième année, on ne va plus vendre sur la période de 6 mois, mais on va vendre sur les périodes de 12 mois. Donc, c'est ce qui fait qu'à partir de l'année 2, donc les recettes également vont accroître, les recettes vont augmenter, contrairement à l'année 1, parce que ici, on fait notre exploitation que sur 6 mois. On a commencé à payer que sur 6 mois, à avoir des rentrées d'argent à partir du 6e mois, alors que pour l'année 2, automatiquement, chaque mois, ici, on a des rentrées d'argent. Donc, pour les dépenses également, on revient ici. On a dit à partir de l'année 2, les dépenses vont diminuer contrairement à l'année 1. Ainsi de suite. Et à la fin également, on va calculer le tableau de remboursement. Donc, pour la première année, le projet n'est pas du tout rentable. On va avoir un résultat négatif. Mais ce n'est rien ici. Parce que souvent, il y a des personnes qui ont peur d'avoir des résultats négatifs à la première année. Pourquoi avoir peur des résultats négatifs? Peut-être là, ça va vous permettre de pouvoir anticiper un peu sur les fonds, de pouvoir anticiper un peu sur les besoins en fonds de roulement et pour pouvoir pallier ce résultat-là. Parce que vous savez que vous avez besoin beaucoup plus de temps pour pouvoir réaliser, alors que vous allez engager beaucoup de dépenses et qu'en réalité, vous n'allez pas avoir de recettes. Et souvent, vous le voyez, je ne sais pas, pour certains qui évoluent dans le domaine industriel, souvent, vous pouvez investir dans une activité industrielle. Vous allez engager des dépenses pendant des années sans pour autant avoir des recettes. Donc, ces années-là, vous allez avoir des résultats négatifs. Mais on va regarder la viabilité du projet à la fin de l'activité. Par exemple, sur la durée de l'étude, on va regarder sur cette période-là, est-ce que le projet sera rentable? Et là, oui. Et après là, comment on va, sur le plan stratégique, comment on va faire de telle sorte que pour que notre activité puisse dérouler pour ne pas avoir à subir ces pertes-là. Donc, on va essayer de les voir. Donc, la différence, en tout cas, se trouve au niveau des recettes d'exploitation et au niveau des charges d'exploitation à partir de la première année et la deuxième année. À part ça, tous les tableaux qu'on a là, c'est les mêmes tableaux qu'on avait au niveau des poulets de chair. La différence entre les poulets de chair et les pondeuses se trouve au niveau non seulement de leur alimentation, mais également de la durée. Maintenant, cela pourrait également changer si on avait automatiquement des poulets prêts à pondre. Donc, dans ce cas-là, la durée de l'activité serait encore supérieure à la première année que ce qu'on a ici. Voilà, en quelque sorte, pour faire très simple et très rapide. Voilà un peu la différence qu'on a entre les poulets de chair et les poulets pondeuses. Merci.